Se demander ce qui se passe après, c'est une question qui nous touche tous. Aujourd'hui, on va chercher des pistes de réponse dans les enseignements assez incroyables de la mère, la collaboratrice spirituelle de Sri Aurobindo. Ensemble, on va explorer la nature même de la conscience, de notre être, en se basant directement sur ses paroles pour tenter d'y voir un peu plus clair. Alors, qu'arrive-t-il à notre âme après la mort? C'est la grande question qui lance notre exploration. Et peu importe les croyances de chacun, cette interrogation, on se l'est tous posée un jour. Et la réponse, selon la mère, elle commence par comprendre qu'en fait, on n'est pas une seule et même chose. Première section, l'être central et l'âme. Pour vraiment saisir sa pensée, la mère nous invite d'abord à déconstruire une idée toute simple, celle d'un moi unique. En réalité, elle fait la différence entre deux aspects fondamentaux de notre être, et c'est cette dualité qui est la clé de tout le reste. Ok, regardons ça d'un peu plus près. C'est fascinant. L'être central, le Jivatman, il faut l'imaginer comme le soleil. Une source de lumière éternelle, là-haut, immuable, qui ne bouge pas. Et puis il y a l'âme, l'être psychique. Ça, ce serait comme un rayon de ce soleil envoyé en mission ici sur Terre. Et ce rayon, il voyage, il traverse des expériences, il apprend, il grandit à travers les vies avant de retourner à sa source. On voit la différence? C'est fondamental. D'un côté, on a l'origine et de l'autre, l'explorateur. Chacun est différent et pourtant chacun est identique. Ça sonne comme un paradoxe, non? Mais la mère l'explique avec une image très simple. Imaginez un diamant immense avec des milliers de facettes. Chaque facette est unique, elle a son propre angle, sa propre façon de capter la lumière. Et pourtant, toutes ces facettes, elles font partie du même diamant. Voilà notre relation au divin. On est tous uniques, mais on n'est jamais séparés. Et cette idée, elle se prolonge avec une autre très belle image, celle d'une immense pièce avec un nombre infini de portes. Chaque personne a sa propre porte d'entrée, son chemin unique pour accéder à la vérité. Mais une fois qu'on a franchi le seuil, on est tous dans la même pièce, dans la même totalité divine. L'approche est personnelle, mais la destination est universelle. On passe à la deuxième section, la carapace de l'ego. Alors, si cette connexion profonde existe en chacun de nous, pourquoi est-ce qu'on ne la ressent pas tout le temps? La mère identifie un obstacle majeur, ce qu'elle appelle la carapace de l'ego. La question devient donc très concrète. Est-ce qu'il faut avoir atteint l'illumination, avoir complètement dissous son ego pour vivre ce genre d'expérience, ou est-ce que c'est accessible à tout le monde? La réponse de la mère est à la fois simple et incroyablement éclairante. Et voilà la métaphore qu'elle utilise. C'est une image très très puissante. L'ego, ce n'est pas un ennemi à abattre. C'est une carapace, une sorte de coquille qui s'est formée autour de nous pour nous protéger. Et comme n'importe quelle coquille, elle peut aussi nous isoler. Ce qui est vraiment crucial à comprendre ici, c'est que cette carapace, elle agit comme un filtre opaque. Une expérience peut avoir lieu, une lumière peut percer, mais la coquille va en diminuer l'intensité, en assourdir la vibration. Et pire encore, au moment de revenir à notre conscience de tous les jours, elle peut carrément effacer le souvenir, ne laissant qu'une vague impression. C'est pour ça que tant d'expériences spirituelles nous semblent si fugaces, si difficiles à retenir. Le processus est donc un véritable voyage. Il faut passer à travers la carapace, vivre l'expérience, puis la retraverser pour revenir. La clé, selon la mère, ce n'est pas de briser la carapace d'un coup, c'est la répétition de ces allers-retours qui, petit à petit, la rend plus souple, plus perméable et qui nous permet de ramener des souvenirs de plus en plus clairs de l'autre côté. Troisième section, la portée de la pensée. Bon, maintenant qu'on a vu comment traverser nos barrières intérieures, explorons un peu ce qui se passe quand notre conscience se projette vers l'extérieur. Jusqu'où peut-elle vraiment aller? C'est une expérience qu'on a tous faite, penser très fort à quelqu'un qui est loin de nous. Mais qu'est-ce qu'on contacte vraiment à ce moment-là? C'est juste une idée dans notre tête, ou est-ce que notre conscience voyage pour de vrai? L'AML nous offre une sorte de cartographie très précise des différents niveaux de connexion possibles. La voilà, cette fameuse cartographie. En temps normal, quand on pense à quelqu'un, on se connecte à son plan mental. On peut percevoir ses idées, son état d'esprit du moment. Mais pour aller plus loin, pour sentir son énergie vitale par exemple, il faudrait que notre conscience s'extériorise à un point tel que le corps entre en transe. Et pour percevoir son environnement physique, les objets autour de lui, là c'est encore plus profond. Un état cataleptique que la mère déconseille très fortement si on n'a pas de guide. Donc, la pensée simple, ça reste une connexion mentale. Et on arrive à la dernière section, le pouvoir de l'imagination. Et là, ça pouvait bien changer complètement la vision que l'on a de l'imagination. On la considère souvent comme de la simple fantaisie. Mais pour la mère, c'est l'une des facultés les plus créatrices, les plus fondamentales de l'être humain. D'abord, la mère distingue deux choses qu'on a tendance à confondre.
D'un côté, il y a la vision mentale. Ça, c'est percevoir quelque chose qui existe déjà, mais sur un autre plan. De l'autre côté, il y a l'imagination. Là, c'est un acte de création. On construit une nouvelle formation mentale. C'est toute la différence entre voir un fantôme et inventer un personnage de roman. Mais alors, si l'imagination, ce n'est pas juste une machine à rêverie, quel est son véritable but? Pourquoi est-ce qu'on a cette faculté? La réponse de la mère est radicale, et elle redéfinit complètement notre pouvoir créateur. Loin d'être une fuite de la réalité, l'imagination est en fait le moteur du progrès. Elle est toujours en avance sur notre vie, elle trace le chemin qu'on pourra ensuite suivre. La mère la décrit comme une sorte d'antenne, capable de capter des potentialités qui existent dans le non réalisé, pour ensuite les faire descendre dans notre réalité. Sans elle, on serait bloqué, incapable d'envisager un futur qui soit différent du présent. Et ça nous amène à son affirmation la plus déroutante. Il est absolument impossible d'imaginer quelque chose qui n'existe pas quelque part. Il faut prendre un instant pour y réfléchir. Ça veut dire que rien n'est pure fiction. Chaque idée, chaque rêve, chaque histoire correspondrait à une réalité qui existe sur un certain plan de l'univers. Notre imagination ne crée pas à partir de rien. Elle est un portail vers une infinité de possibles. Et tout ça, ça nous laisse face à une question finale, une question vraiment vertigineuse. Si notre imagination est le plan directeur de ce qui peut devenir réel, si nos pensées sont les véritables architectes de l'avenir, alors on a une responsabilité qui est immense. La question n'est donc plus « que va-t-il se passer ?» Non, c'est plutôt « quel monde, individuellement et collectivement, est-on en train de choisir de construire, ici et maintenant ?»